Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Plus de 300 membres de l'opposition et de la société civile libérés depuis une semaine au Sénégal. Une libération qui intervient en pleine crise politique. Mais pour la garde des Sceaux, ces libérations répondent à une volonté de désengorger les prisons. Lancement prochain de l'opération Wambushu 2 à Mayotte, opération de lutte contre l'insécurité et l'immigration illégale en provenance majoritairement des Comores. Nous recevons dans ce journal Amina Bakar, conseillère municipale de la ville d'Avon en France et membre du groupe des élus franco-comoriens. Et les ambitions du Mozambique en matière de production d'hydrogène. Le pays annonce qu'il se lancera dans une exploitation massive d'ici à 2030. L'enjeu est capital, il s'agit d'accroître les capacités énergétiques du pays. Une date est désormais fixée en Afrique du Sud. Les élections générales auront lieu le 29 mai prochain. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le président Cyril Ramaphosa. Le scrutin doit permettre l'élection d'un nouveau parlement qui élira ensuite le président de la République. Le chef de l'État sortant, Cyril Ramaphosa, brigue un second mandat, alors que son parti, l'ANC, au pouvoir depuis les premières élections démocratiques du pays en 1994, pourrait pour la première fois de son histoire perdre la majorité absolue au Parlement, d'après les derniers sondages, et ce en raison notamment de nombreux scandales de corruption qui ont écorné progressivement l'image du parti. Le FFF de Julius Malema, de gauche radicale ou encore l'Alliance démocratique tentent de tirer profit de cet affaiblissement. Au Sénégal, au total, 344 prisonniers incarcérés pour troubles à l'ordre public ont été libérés depuis le 15 février, d'après les déclarations d'Aïssata Tall Sall, la ministre de la Justice. Des libérations qui interviennent en pleine crise politique depuis le report de l'élection présidentielle. Concernant ces libérations, la mesure ne concerne pas le candidat de l'ex-PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, et l'opposant Ousmane Sonko. Mais pour le gouvernement, les libérations n'ont pas été décidées à partir de critères politiques. Fatma Niang. Au Sénégal, dans un contexte politique agité, 344 détenus ont bénéficié de liberté provisoire depuis jeudi 15 février dans la région de Dakar. D'autres pourraient être envisagées dans les jours à venir. Ces mises en liberté ont lieu afin de désengorger les prisons et de lutter contre les longues détentions. Un fait qui rentre dans le cadre de la matérialisation de la volonté du président Macky Sall visant à apaiser la tension politico-sociale. Nous sommes dans une situation politique. Ces personnes avaient été arrêtées pour des raisons politiques, que ce sont même des détenus politiques. Et maintenant encore, pour des raisons politiques, on a décidé de les libérer. Cela est faux. Cela est complètement faux. Et je m'inscris en faux contre ces assertions. En réalité, toutes ces personnes qui ont été libérées avaient été détenues à l'occasion de manifestations de troubles à l'ordre public. Mais les raisons qui les ont envoyées en prison n'ont jamais été des raisons politiques. Pour toutes ces personnes, il y avait des délits de droit commun que les juges fondent sur le code pénal sénégalais pour pouvoir les emprisonner. Par rapport à la question d'une potentielle liberté provisoire pour l'opposant Ousmane Sonko et le candidat de l'ex-PASTEF Bassirou Diomaye Faye, les dossiers s'apprécient au cas par cas. Selon la ministre, si les conditions sont réunies, la liberté pourrait être accordée. La seule chose que je peux dire les concernant, c'est que ce que nous sommes en train de faire, comme je l'ai dit, on ne le fait pas de façon massive comme ça, pour notre bon vouloir ou à la tête du client. Nous le faisons, je l'ai dit, parce qu'il y a des dossiers qui s'apprécient au cas par cas en fonction des éléments objectifs qu'il y a dans le dossier. Concernant la date du scrutin, initialement prévue le 25 février, le Conseil constitutionnel a invité les autorités à organiser l'élection dans les meilleurs délais. Ayant acté la décision du Conseil, le président Macky Sall appelle à un dialogue auquel tous les acteurs sont conviés. Même le candidat Bassirou Diomaye Faye, actuellement détenu en prison, pourra y participer à condition qu'il soit libre et qu'il accepte d'y aller, selon la ministre de la Justice, qui précise qu'être candidat n'est pas une condition de liberté provisoire.
Qui sera le prochain président de la Commission de l'Union africaine? Le second mandat de Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission arrive à son terme à la fin de cette année. La question de sa succession a été évoquée durant le dernier sommet de l'organisation. Parmi les candidats, on retrouve le chef de l'opposition et ancien Premier ministre kényan, Raila Odinga, qui ces dernières années a occupé le poste de haut représentant au sein de l'Union africaine. Catherine Gobey. Raila Odinga, leader du parti d'opposition Azimio la Umoja, a officiellement déclaré le 16 février 2024 son intérêt pour la présidence de la Commission de l'Union africaine. S'adressant aux médias à Nairobi, l'ancien Premier ministre en compagnie de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a déclaré qu'il était prêt à occuper ce poste, fort de son expérience d'envoyé spécial de l'UA pour le développement des infrastructures en Afrique de 2018 à 2023. Raila Odinga a souligné son intérêt pour le poste en précisant que sa compréhension approfondie du paysage socio-économique à travers le continent constitue un avantage qui lui permettrait de relever ce défi. Je suis enclin à accepter le défi, je suis prêt et je m'offre pour être utile. J'ai demandé à mon ami, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, de continuer à être un bon ambassadeur et de parler à d'autres personnes. Le poste de président de la Commission de l'Union africaine devrait devenir vacant en 2025 alors que le titulaire, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, achève son deuxième mandat. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, qui a soutenu sa candidature, a relevé l'importance d'avoir un dirigeant d'Afrique de l'Est dont la croissance est la plus rapide d'Afrique pour ce poste au vu de l'expérience à la tête d'un pays. We need a person, man or woman, who has experience, who understand. Nous avons besoin d'une personne, homme ou femme, qui a de l'expérience, qui comprend la situation dans laquelle nous sommes, quelqu'un qui est capable de comprendre les enjeux. Nous pensons que les personnes qui ont occupé des postes de chef de gouvernement en tant que Premier ministre ou Président sont les plus aptes à occuper le poste de la CUA à ce moment précis. At the presidential level, will be able to knock at the door of incumbent prime ministers and presidents without much ado. Dans son annonce, Raila Odinga s'est dit préoccupé par le phénomène de la fuite des cerveaux, exprimant son mécontentement face aux défis qui obligent la jeunesse africaine à chercher des opportunités à l'étranger. Il s'est engagé à utiliser son leadership pour transformer le destin de l'Afrique. Seulement, selon la procédure, un pays nomme un candidat, puis mobilise le soutien de la région et du continent en faveur de son candidat. Au Kenya, si Raila Odinga est nommé à la tête de la CUA, cela reviendrait à renoncer à la course à la présidentielle de 2027. L'opération Wambushu 2 est en préparation. Elle sera lancée dans les prochains jours à Mayotte. C'est ce qu'ont annoncé le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux. Mayotte, 101e département français depuis 2011, situé à seulement 70 km de l'île comorienne d'Anjouan. Mayotte, une situation explosive, problèmes de sécurité, pauvreté, démographie galopante, crise migratoire et un ensemble d'îles qui continuent d'être revendiquées par l'archipel des Comores. Les Comores accusés par les élus mahorais d'instrumentaliser les flux migratoires. Et pour en parler, évoquer cette situation délicate de Mayotte, mais également pour entendre le point de vue des élus français d'origine comorienne, et c'est important, je reçois Amina Bakar, conseillère municipale de la ville d'Avon, en Seine-et-Marne, et membre du GEFC, groupe des élus franco-comoriens. Bonsoir Amina Bakar. Bonsoir, merci pour m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Amina Bakar, quelle a été votre réaction tout d'abord à l'annonce de cette opération Wambushu volet 2?
Donc c'est avec désarroi que nous avons appris la relance de Wambushu avec l'opération dans sa deuxième édition, vu que la première avait été quand même relativement un fiasco. Nous pensions que l'État allait prendre enseignement de ce fiasco et essayer d'attribuer les moyens là où il y a des besoins. Malheureusement, nous voyons qu'il y a une volonté de vouloir s'inscrire dans une politique communication politicienne et pas une politique de solution. Alors je rappelle que cette opération Wambushu a pour objectif de lutter contre l'insécurité et l'immigration illégale, également contre l'habitat insalubre. Vous estimez aujourd'hui, alors oui, effectivement, on parle de bilan mitigé pour le volet 1 de cette opération. Vous estimez que cette opération n'a pas donné les résultats escomptés? C'est un bilan partagé par tous. Le bilan a été escompté et n'a pas été atteint x4 ou x5. Il y avait vraiment un delta qui était important. Aujourd'hui, repartir sur une même opération de ce genre montre qu'il n'y a pas de visu ou de perspective pérenne engagée pour le territoire de Mayotte, qui est un territoire qui souffre de sous-développement. Et il ne faut pas un choc de communication, il nous faut un choc de politique, de moyens sur Mayotte et un choc de développement de Mayotte pour qu'il y ait suffisamment de services publics, suffisamment de moyens de santé, d'accès à l'emploi, à l'éducation, au transport et à la sécurité pour les Mahorais présents sur le territoire. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que la situation à Mayotte est explosive. On parle de conflits interquartiers, des coupeurs de routes, des bus scolaires attaqués, des établissements scolaires attaqués, les familles qui sont barricadées à leur domicile. Les illustrations ne manquent pas sur Mayotte. Alors, quelles sont les solutions aujourd'hui d'après vous et pour une élue comme vous, de la République française, mais d'origine comorienne? Alors c'est vrai qu'on a un regard et un prisme différent lorsqu'on est originaire de la diaspora des Comores présent en France et pleinement français. On a ce regard d'usage des Comores, on a déjà été visité et effectivement on a encore de la famille en présence, et ce regard des attentes des Français en termes d'égalité de traitement des territoires, en termes d'égalité de traitement entre les citoyens, en termes d'histoire aussi, c'est-à-dire qu'on est dans la France d'Aimé Césaire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'Aimé Césaire, son combat, c'était la départementalisation, c'était son idéal. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'inégalité entre les territoires. Aujourd'hui, avec cette abolition du droit du sol sur Mayotte qui va être actée et cette opération Wambushu, on acte qu'aujourd'hui, on va être dans la France d'Aimé Césaire, c'est-à-dire des départements inégaux socialement, de développement. On refuse bien sûr ça quand on est élu, parce que quand on est élu, on est pleinement engagé pour le développement du bien-vivre de chacun de nos concitoyens. Et surtout que ce bien-vivre ne se fasse pas sur le dos ou contre d'autres concitoyens, c'est-à-dire en les stigmatisant, en appelant la haine contre eux. Le sujet à Mayotte, c'est effectivement le sujet du développement. Le sujet à Mayotte, c'est surtout le sujet de mettre à chacun face devant ses responsabilités et de ne pas appeler à l'incitation à la haine des plus fragiles, donc des migrations clandestines ou illégales, en responsabilité des maux de Mayotte qui sont effectivement sur le développement et qui sont aussi sur la sécurité. Alors vous parliez justement précisément du droit du sol. Le ministre Darmanin a annoncé lors de sa récente visite à Mayotte la suppression du droit du sol uniquement sur le territoire de Mayotte. Le gouvernement, et d'ailleurs le président Macron qui s'est exprimé récemment dans un média, ont annoncé cette mesure afin de permettre de mettre un frein à l'attractivité de Mayotte. Pour vous, ce n'est pas la solution? L'analyse n'est pas la bonne déjà. L'analyse n'est pas la bonne. C'est-à-dire que l'attractivité de Mayotte, il faut savoir qu'il y a des Comoriens qui migrent dans chaque île de l'océan Indien, à Madagascar, à La Réunion, à l'île Maurice, aux Seychelles et à Mayotte. Il n'y a pas les mêmes problématiques de la même ampleur et même pas du tout sur la sécurité, l'aspect sécurité ou de putsch démographique comme ce qui est avancé par certains élus mahorais. Il y a un autre sujet qui impacte sur l'île de Mayotte, c'est l'héritage historique, l'héritage constitutionnel, c'est-à-dire qu'il y a eu un découpage de l'intégrité territoriale des Comores que l'on paye encore aujourd'hui, et qu'aujourd'hui donc la diplomatie qui devrait être engagée et l'aide au développement qui devrait être engagée avec les Comores, le dialogue qui devrait être engagé avec les Comores, devrait être circonstancié et ne pas forcément être renvoyé qu'à une question de sécurité et d'immigration illégale. Et que c'est dans son ensemble qu'on doit prendre une problématique. À côté de cela, il y a des Mahorais qui souffrent, effectivement, de façon légitime et qui ont le droit de demander des comptes et de demander des résultats à l'État, aussi au niveau de l'Union européenne. Mais effectivement, ce n'est pas en alpaguant ou en se faisant justice soi-même que ces mots vont être réglés. Alors, vous parliez des Comoriens qui étaient également présents dans d'autres îles de l'océan Indien, à savoir La Réunion, Madagascar, etc. Tout de même, la situation n'est pas la même. À Mayotte, on a près de 50% aujourd'hui de la population qui est étrangère et majoritairement comorienne. Vous parlez également de résolution diplomatique. Est-ce qu'aujourd'hui, la résolution diplomatique est encore possible lorsqu'on constate deux positions finalement irréconciliables? D'un côté,
les Comores qui continuent de revendiquer Mayotte. Bien sûr. Le président comorien qui a affirmé récemment que les Comoriens étaient chez eux à Mayotte. Et de l'autre, les Mahorais qui ont réaffirmé à plusieurs reprises lors des référendums se sentir français, leur appartenance à la France. Alors nous, notre sujet quand on est élu franco-comorien, un français d'origine comorienne, c'est de dire qu'en fait on veut que la République soit la même partout et que la politique diplomatique est une vraie ambition à l'endroit de tous les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'ailleurs. Donc mon sujet, effectivement, comme d'autres de ce regroupement, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a une position comorienne qui a été validée par l'ONU, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 résolutions onusiennes qui ont condamné la France. Il y a une position de la France qui est, depuis la déclaration d'indépendance des Comores, de dire que l'intégrité des Comores n'était pas à ces frontières-là, même s'il y a un principe qui était intangible, c'était le principe de respect des frontières coloniales avant les indépendances. Ce principe n'a pas été dérogé seulement sur le territoire de Mayotte, et je précise parce que je pense qu'on a besoin de rappeler l'histoire, il a été dérogé aussi pour Madagascar, il a été dérogé également pour l'île Maurice, qui aujourd'hui réclament la restitution des îles qui leur appartenaient et qui leur appartiennent selon eux jusqu'à ce jour. Et Emmanuel Macron, le président, s'est rendu à Madagascar récemment pour dire que malgré tout le travail qui est lancé entre Madagascar et la France, il n'y aura pas de restitution de ces îles. On évoque les îles éparses. On évoque les îles éparses pour Madagascar. Il y a également une autre île pour l'île Maurice. Donc le problème est très centré, monocentré sur Mayotte, mais le problème est surtout le droit de suite qu'on donne à tout cela. C'est-à-dire qu'il y a eu des indépendances, il y a eu l'autodétermination de Mayotte. Quel droit de suite on donne ? Parce qu'il y a une contestation des circonstances dans lesquelles ça a été fait, qui sont les mêmes circonstances dans lesquelles ont été faites également les autres indépendances des autres îles de l'océan Indien, qui sont également contestées. On en parle moins parce qu'effectivement c'est moins médiatisé et qu'il n'y a pas d'insurrection, il n'y a pas de violence. Mais peut-être que cette violence est aussi symptomatique et emblématique d'un dialogue qu'on doit restaurer et d'un droit de suite qu'on doit donner à ces indépendances et à cette autodétermination de Mayotte. Et c'est peut-être pour ça que ce climat insurrectionnel amène les élus mahorais à demander des mesures finalement d'exception. Oui, je suis tout à fait d'accord qu'ils ont le droit d'avoir des mesures d'exception. Nous, ce qu'on aimerait en tant qu'élus en général, c'est qu'ils aient des mesures de droit commun. C'est-à-dire que l'exception, c'est lorsqu'on déroge au droit commun. C'est-à-dire qu'on n'a pas reçu le droit commun, on passe à l'exception. Ce qu'on aimerait, c'est qu'on sorte de cette France, comme je dis, d'Aimé Césaire, où la départementalisation était un idéal, et qu'aujourd'hui, on aille dans la réalité des actes et pas seulement des volontés, et qu'aujourd'hui, il y a un plein développement entier des droits et de la République à Mayotte. C'est-à-dire, pas qu'il n'y ait pas de sécurité juste choc à des moments de Wambouchou, mais qu'il y ait une sécurité pérenne pour les Mahorais, pas qu'il y ait de développement de choc au moment où il y a des problématiques d'immigration, mais qu'il y ait un développement pérenne de cela. Ça, on en est d'accord avec les élus mahorais. Ce sur quoi on ne sera pas d'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le fait de l'absence de ces moyens donnés par l'État, de présence de l'État, et bien du coup, les élus mahorais et d'autres ont décidé de se faire justice eux-mêmes, ont décidé d'attaquer eux-mêmes des fois des populations en situation illégale, de décaser des personnes. Et ça, par contre, ce sont des violations des droits, quel que soit citoyen qu'ils soient. Et c'est pour ça qu'ils ont réclamé l'opération Wambouchou 2. Ben je pense qu'ils ont réclamé l'opération Wambouchou parce qu'ils espéraient que l'opération Wambouchou allait solutionner les problèmes de décasage. Le problème de décasage, c'est un problème de logement insalubre. La politique de logement insalubre, c'est une politique qui a besoin de moyens. Et à long cours, pas à court terme, c'est-à-dire que ce n'est pas un coup, on a détruit les logements insalubres, mais on ne reconstruit pas. C'est-à-dire que c'est une politique qui va demander du temps, qui va demander de la volonté politique, qui va demander des moyens politiques. Donc c'est une illusion de faire croire, une chimère de faire croire que Wambouchou va tout solutionner dans le temps et qu'aujourd'hui, il nous faut vraiment un développement. Dans un deuxième temps, ce qu'on aimerait dire, c'est qu'aujourd'hui, les territoires d'outre-mer ne sont pas dans l'espace Schengen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, lorsqu'elle a fait son territoire, a déclaré l'espace Schengen, a déclaré la métropole, mais pas les territoires d'outre-mer, qui sont donc sujettis à des législations que la France décline. Ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est que pour demain, si demain il devait avoir des moyens supplémentaires, parce que l'océan Indien aujourd'hui, où migrent beaucoup de populations comoriennes et autres pour rejoindre Mayotte, et l'océan où dans le monde, il y a le plus de décès. On parle beaucoup de la Méditerranée et autres, mais on met beaucoup moins la lumière sur cet océan-là où il y a besoin aujourd'hui d'un renforcement des moyens pour la protection frontalière. Est-ce que la France a ces moyens-là aujourd'hui? Peut-être pas. Elle n'a pas la diplomatie qui va avec, ni les moyens. Donc pour nous, l'idée, c'est qu'en tant qu'élus, on aille chercher les moyens, les responsabilités là où elles sont, en exigeant demain que ces territoires d'outre-mer entrent dans l'espace Schengen pour avoir la plénitude de la protection comme les autres territoires européens. Et en exigeant effectivement l'action de développement de l'État français dans les territoires d'outre-mer. L'État avait été condamné pour inaction climatique par des militants et activistes écologistes. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que les élus mahorais prennent fait et part de ce qui se passe dans le sous-développement de leur territoire pour demander, et peut-être même attaquer en justice, le sous-développement de l'État dans les choix politiques qui l'orchestrent. Amina Bakar, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes conseillère municipale de la ville d'Avon, en Seine-et-Marne, c'est en France, et membre du groupe des élus franco-comoriens. Merci. Merci à vous.
L'hydrogène vert, une source d'énergie propre de plus en plus perçue comme une alternative pouvant transformer le secteur énergétique de l'Afrique. Doté de ressources considérables en énergie renouvelable, le continent commence à parier sur ce carburant du futur, mais les défis à relever restent encore considérables avant d'y parvenir. Au Mozambique, le gouvernement souhaite faire du pays un producteur majeur dans la sous-région en Afrique australe, et ce d'ici les 6 prochaines années. Midra Diamou. Dans le cadre de sa stratégie de transition énergétique, le Mozambique veut se positionner comme un producteur majeur d'hydrogène en Afrique australe d'ici 2030. Cette stratégie énergétique ambitieuse prévoit un investissement global d'environ 80 milliards de dollars d'ici 2050. Courant 2024, le pays va définir ses objectifs de production et de consommation d'hydrogène, ainsi que les mesures nécessaires pour y parvenir, y compris le développement des infrastructures hydrogènes selon des médias locaux. Je pense que la stratégie du Mozambique de s'appuyer sur l'hydrogène est une chose intéressante pour réussir sa transition énergétique. On sait que c'est un élément qu'on trouve rarement dans la nature, mais on peut le rencontrer notamment dans l'eau. Donc je pense que c'est surtout intéressant de pouvoir s'appuyer sur ça, sur cette source d'énergie, car on sait que non seulement elle a beaucoup de potentiel en termes énergétiques par rapport à d'autres combustibles ou d'autres gaz, mais en plus de ça, c'est une énergie qui ne dégage pas beaucoup de CO2. Le Mozambique dispose d'un grand potentiel pour développer une industrie de l'hydrogène grâce à ses ressources naturelles abondantes. La stratégie du gouvernement va se concentrer sur l'exploitation des ressources hydroélectriques, éoliennes, solaires et de gaz naturel du pays pour soutenir la production d'hydrogène vert notamment. À travers sa stratégie de l'hydrogène, le Mozambique vise une décarbonisation de son économie, apportant des solutions de transport et industrielles à faible émission et rentables. Je pense que ça permet justement d'avoir non seulement une énergie verte, mais une énergie aussi qui a la capacité justement de permettre justement d'avoir une énergie qui soit autosuffisante, car on sait que les besoins sont de plus importants dans ces pays. Le Mozambique mise sur le complexe Golfinho Atum, dont la production commerciale est prévue pour 2028 pour atteindre son objectif de production massive d'hydrogène d'ici 2030. Le pays entend travailler avec ses partenaires nationaux et internationaux pour achever le développement de ses installations de production et de stockage et de ses réseaux de transport. Pour le gouvernement, établir des partenariats régionaux permettra une économie régionale de l'hydrogène en réduisant les coûts de développement des infrastructures hydrogènes et en créant un vaste marché pour les produits et services liés à l'hydrogène. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.